Nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que, bon, d'abord, tu as une expérience qui est au-delà de la moyenne à cet âge-là et dans ce type d'études où vous êtes normalement très pris par vos études. Et que ces expériences, d'une part, elles sont véritables, c'est-à-dire tu t'es vraiment impliqué dans les expériences, tu en retires une analyse. Alors bonjour, je m'appelle Noé Coméras, je suis donc étudiant en classe préparatoire et je suis originaire de Nîmes, une petite ville dans le sud de la France. Depuis petit, j'ai été passionné par la musique, c'est pour ça que j'ai pratiqué de la basse électrique pendant près de 10 ans. Et puis j'ai pu approfondir cette pratique à travers un groupe de musique que nous avions fondé avec mes amis d'enfance. Outre donc mes passions, j'ai aussi depuis assez jeune eu une certaine appétence vis-à-vis de l'engagement associatif. C'est pourquoi donc dès le lycée, je me suis engagé dans une association locale, Sourire à tous, à travers laquelle nous avons créé une marque de vêtements pour aider donc les enfants dans le besoin. Et donc quand je suis arrivé en classe préparatoire, je n'ai absolument pas voulu couper ce lien avec l'engagement associatif. C'est ce pourquoi le B2 m'a paru comme une évidence. Du coup, pendant ma première année, j'ai occupé le poste de président du B2 de ma classe préparatoire. De plus, j'ai eu l'occasion donc de découvrir le milieu du travail depuis le mois de juillet à travers mon poste d'ambassadeur que j'occupe chez l'entreprise française Lydia. Et donc ça me permet là aussi donc de côtoyer le monde étudiant, étant donné que je participe à des événements étudiants pour favoriser le développement de Lydia. Et donc au vu de la rétrospective de mon CV, j'aimerais pouvoir intégrer une école de commerce. Quel type d'école en fait? Il y en a une qui vous intéresse particulièrement ou il y a un... Aujourd'hui, une particulièrement, je ne sais pas, mais j'attends de voir les résultats du concours, mais peut-être Schema ou le M Lyon. Pourquoi vous avez le choix de la classe préparatoire? Lorsque j'étais au lycée, j'ai toujours eu plus ou moins des bons résultats sans forcément énormément travailler, comme c'est le cas de beaucoup d'autres étudiants. Et du coup, j'ai vraiment voulu me repousser dans mes retranchements et voir réellement ce dont quoi j'étais capable. Et je savais que seule la classe préparatoire pouvait m'offrir ça, la rigueur, l'autonomie, la force en fait du travail. Et donc c'est pour ça que je suis parti en classe préparatoire. Et après 2 ans, vous en tirez quelle leçon? Que c'est pas si dur de travailler. Dans le sens où c'est une habitude et une fois qu'au début c'est compliqué, mais une fois qu'on arrive à trouver ces méthodes de travail, une fois que voilà, on est bien organisé, on est bien entouré avec un groupe d'amis efficace, finalement les choses se passent bien et ça nous apprend aussi à nous donner confiance en nous et en nos capacités, dans le sens où si on est là, c'est pour une bonne raison et c'est parce que on a les capacités de pouvoir réussir. Pourquoi Lydia en fait? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est ça que tu veux... Pourquoi Lydia? Parce que, alors, en fait, quand j'étais président donc, du BDE, donc du BDE de ma classe préparatoire, nous avions organisé à la fin de l'année un gala interprépa dans la ville donc, de Lyon. Et j'avais été contacté par Lydia pour pouvoir sponsoriser cet événement. Et l'ambassadrice qui était venue était une ancienne de Saint-Just. Et donc, au fil de la soirée, j'ai discuté avec elle. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait trouvé cet emploi. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle pouvait me conseiller auprès de sa RH. J'ai fait ma candidature. J'ai eu un entretien. Et après, j'ai été pris. Mais ça consiste en quoi, là, en fait, ce travail d'ambassadeur Lydia? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ça? Alors concrètement, moi donc je suis ambassadeur, c'est-à-dire que sur la ville de Lyon et plus généralement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je participe à des événements étudiants où Lydia est un partenaire. Et donc je me rends sur ces événements et je suis là pour promouvoir Lydia dans le domaine étudiant à travers donc par exemple la création de cartes ou des éléments qui peuvent servir aux soirées étudiantes, etc. Donc mon objectif c'est vraiment de trouver des pistes de développement sur le domaine étudiant pour Lydia qui est donc une entreprise de paiement. D'accord. Moi je trouve ça très intéressant. Après j'avoue que ça fait déjà 2 ou 3 ans que je fais les entretiens de prépa comme ça et la plupart du temps les étudiants sont focus sur les cours et pouvoir mener ça de front c'est déjà intéressant te concernant. Ça te prend beaucoup de temps?
Alors oui et non, dans le sens où l'avantage, et c'est pour ça que je pense que c'est l'un des meilleurs travails étudiants possibles, dans le sens où c'est extrêmement flexible. Nous avons donc un groupe Messenger à travers lesquels donc, nos responsables nous proposent des événements et selon notre disponibilité, on répond présent ou non. Donc c'est vraiment plutôt en freelance et ça nous permet donc d'avoir une certaine flexibilité. Si par exemple lundi je n'ai pas forcément DS, que je suis à l'heure sur mes révisions, je peux parfaitement, par exemple le vendredi soir, assister à un événement de 19h à 23h. Ça ne me coûte absolument pas. Et en plus, ça me permet aussi de décompresser, dans le sens où ça me change du monde de la prépa. Je vois d'autres êtres humains et donc c'est assez intéressant. Et donc c'est absolument possible d'allier cela avec la classe préparatoire. D'accord. Vous pouvez parler, Lydia, un petit peu justement de leur positionnement sur le marché des néobanques, de plus en plus se positionnent comme tels, Oui. des concurrents ou autres. Oui, alors aujourd'hui, donc Lydia est considérée comme le leader du paiement et des banques en ligne en France. C'est positionné donc sur ce secteur-là assez tôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a une très bonne place. Elle est donc sur le marché depuis 2016, il me semble. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrents sur ce marché-là, étant donné que les banques traditionnelles, que nous connaissons tous, aujourd'hui se centrent elles aussi sur ce secteur-là, avec donc des moyens sur lesquels nous étions à l'origine en monopole. Et donc nous devons trouver des pistes de développement pour pouvoir résister à cette concurrence, parce qu'effectivement Lydia n'a absolument pas les mêmes fonds qu'une banque traditionnelle comme nous connaissons, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de savoir que sur le monde étudiant, nous pouvons trouver de très bonnes pistes de développement, étant donné que voilà, Lydia aujourd'hui est connue de tous dans le monde étudiant, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la stratégie de Lydia se focalise énormément sur ce secteur étudiant. Et pourquoi sur les étudiants en particulier selon vous? Parce que les étudiants aujourd'hui, alors déjà, sont absolument à l'aise avec le fait de pouvoir considérer une banque en ligne, parce que ça peut paraître anodin, mais pour par exemple, je pense par exemple à mes parents, l'idée de ne pas avoir forcément un conseiller en face ou avoir une banque qui a pignon sur rue, ça peut déstabiliser. Aujourd'hui, les étudiants, étant donné qu'ils ont grandi avec cette technologie, pour eux, ça leur paraît absolument normal. Donc, déjà, il n'y a absolument pas de barrière à l'entrée. Et en plus, étant donné que vis-à-vis du monde étudiant et des soirées en particulier, les réservations se font beaucoup en ligne, à travers les shotguns, etc., ça permet de s'insérer très facilement sur ce marché-là. C'est qui le concurrent principal? Il y a PayPal, déjà, et aussi beaucoup Paylib, qui s'instaure beaucoup sur ce marché-là. Paylib, c'est donc un service qui est supra-banque, dans le sens où plusieurs banques traditionnelles l'utilisent. Mais donc, à l'origine, Lydia s'était positionnée sur le fait de pouvoir rembourser par exemple, rembourser ses amis. Lorsqu'on part boire un verre, on rembourse facilement ses amis. Du coup, Paylib, aujourd'hui, arrive à outrepasser la barrière qui était passe-moi ton RIB, il faut que le RIB soit accepté. Là, outre RIB, simplement numéro de téléphone, ça suffit. Et donc, ça se positionne sur le premier secteur de Lydia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Lydia se diversifie. Vous aimeriez faire quoi après une école de commerce en termes de domaine professionnel? Est-ce qu'il y a des domaines intéressants à viser? J'aimerais bien travailler dans le conseil en entreprise, mais aussi dans le conseil directement d'État ou d'organisation. C'est pour ça que voilà, j'aimerais, à travers donc, un master peut-être en double diplôme avec un IEP, pouvoir rentrer dans ce domaine qui est le conseil et évoluer, pourquoi pas dans une dizaine d'années vers des organisations internationales telles que le FMI, pour pouvoir conseiller directement le développement de régions mondiales. Qu'est-ce qui vous plairait dans le domaine du conseil? Quelle image en avez-vous? Moi, ce qui me plaît particulièrement dans le domaine du conseil, c'est le fait de se dire que l'on conjugue à la fois la géopolitique, qui est une de mes passions, avec donc le fait de pouvoir développer des projets, des entreprises, mais aussi simplement des organisations ou des pays qui sont peut-être en difficulté. Donc c'est le fait de pouvoir se renseigner au quotidien de l'actualité, des différents enjeux géopolitiques qui entourent soit une entreprise, soit l'État. Et donc c'est absolument ça qui m'intéresse dans le domaine du conseil et particulièrement du conseil en stratégie. Des cabinets, justement, du conseil en stratégie, le mot a été lâché. Et des cabinets en particulier qui vous intéressent, que vous pourriez nous nommer? Particulièrement Deloitte. Deloitte, donc, qui fait partie des Big Four, qui m'intéresse parce qu'ils ont aussi une vision qui est extrêmement mondiale du conseil, et pas simplement du conseil en entreprise, mais ils font aussi du conseil en stratégie internationale vis-à-vis donc, de potentielles organisations ou États. Il s'est passé pas mal de choses en géopolitique ces dernières années.
C'est quoi le premier qui vous vient à l'esprit, là, qui vous a intéressé? De manière très contemporaine, effectivement, il y a cette guerre entre le Hamas et Israël, qui aujourd'hui, depuis le début de l'année, a concentré l'attention de tous les médias, et qui donc, dans le domaine géopolitique, est extrêmement important, étant donné du fait qu'il s'inscrit dans une histoire qui est extrêmement longue de ces conflits israélo-palestiniens. Donc en particulier, lui, effectivement, c'est celui qui peut venir en tête assez rapidement. Il y a eu donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la création de l'État d'Israël, qui est une création artificielle, faite par les Nations Unies, faite par les Occidentaux, sur une terre qui, effectivement, était disputée bien avant la question de la Seconde Guerre mondiale, mais même bien avant le XXe siècle. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de consensus ou de consensus accepté, qui ont créé un conflit qui, d'année après année, s'est approfondi avec les différentes guerres, premièrement israélo-arabes, puis israélo-palestiniennes, qui aujourd'hui font que nous faisons face à un conflit qui semble irrésolvable, dans le sens où la partition à deux États est refusée de part et d'autre. Et donc, il y a aussi une forte dissymétrie entre les deux forces qui s'opposent. Et donc aujourd'hui, c'est ce pourquoi la seule chose qui, je pense, selon moi, pourrait essayer de résoudre ce problème, ce serait une intervention de la part des Occidentaux, ou tout du moins une ordonnance de la part de l'ONU pour cesser simplement le conflit. Vous pensez que les Occidentaux ont encore un poids sur cette région, où par exemple l'Iran pousse très fortement, parce que, par ricochet, je pense qu'on va un peu contre l'Iran. Oui, on se bat effectivement contre l'Iran, mais les États-Unis, en particulier les États-Unis, mais les Occidentaux de manière générale ont encore un poids. Effectivement, on peut parler peut-être de déclin occidental, mais c'est pas pour autant que dans la réalité il n'y a pas un poids énorme derrière. Donc les Occidentaux ont un jeu, mais c'est vrai qu'il y a eu, et cela depuis en fait les années 90 et la multipolarisation du monde, de plus en plus d'acteurs qui se sont mis sur le devant de la scène, et notamment donc dans la région du Moyen-Orient, qui refont des petites oppositions, parce qu'effectivement il y a l'Iran, mais l'Iran est opposé à l'Arabie Saoudite qui est alliée avec les États-Unis, donc il y a effectivement une confrontation avec l'Iran, mais les Occidentaux ont encore eu une place et un rôle à jouer au Moyen-Orient, et ça j'en suis convaincu. Vous avez travaillé pour Yeli, comment ça s'est fait? C'était en 2022, oui. Comment ça s'est fait un petit peu c'était en fait votre première on va dire, expérience pro, si je prends par ordre chronologique, oui. Voilà, sur comment ça s'est fait et pourquoi avoir voulu rejoindre l'entreprise. Alors moi j'ai donc une amie à moi qui travaillait pour, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, mais pour MyParcoursup, et donc elle connaissait très bien Camille Zira, vu que vous la connaissez, et donc elle m'a parlé du fait qu'ils avaient un projet de créer Yeli. Donc Yeli, qu'est-ce que c'est très simplement, qu'est-ce que c'était? C'était un réseau social qui permettait aux étudiants, aux lycéens, de débattre sur des sujets divers et variés. Et donc vu que moi, effectivement, j'étais intéressé par la géopolitique, par les débats, les choses comme ça, je trouvais ça absolument intéressant de pouvoir participer à cette aventure-là. Et donc nous, notre travail était de trouver des pistes de développement vis-à-vis de sujets qui pourraient intéresser ou faire débattre ces jeunes lycéens. Et du coup, c'est à travers mon ami que j'ai réussi à rejoindre l'aventure Yeli. Et donc j'ai contribuer à la recherche de pistes de développement vis-à-vis de débats potentiels. Et pourquoi pas Sciences Po du coup? Parce que en fait, j'ai l'impression que ça donne, c'est que le choix de l'école de commerce n'est pas vraiment ferme. Et en principe, les étudiants savent à peu près dans quelle école ils vont. J'ai pas eu le sentiment que ça soit le cas, que ça soit ferme. Bon, schéma, EM, ok. Et au regard, je trouve, des centres d'intérêt et au regard même du job futur, même si bien sûr on peut aller chez Deloitte en sortant d'école, mais Sciences Po, ça vous a jamais traversé l'esprit par exemple? Pas particulièrement, ou tout du moins pas pleinement. J'aimerais pouvoir faire effectivement un double diplôme avec Sciences Po, mais moi j'ai pas forcément envie de simplement me bloquer dans Sciences Po, même si c'est quand même une institution qui ouvre énormément de portes. Mais moi j'ai toujours été intéressé par le commerce, et cela depuis très jeune. Et donc en fait l'école de commerce m'a toujours semblé comme une évidence, et notamment à travers le fait que je pense qu'on peut, en combinant à la fois un IEP et à la fois une école de commerce, pouvoir être enrichi de ces deux écoles
qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue ni les mêmes opinions sur des choses très concrètes. Et vis-à-vis par exemple de la géopolitique, donc, qui est un de mes centres d'intérêt, je ne pense pas que ce soit non compatible vis-à-vis d'une école de commerce, étant donné que tout bon manager ou toute bonne personne qui sort d'école de commerce doit pouvoir avoir un avis géopolitique et être au courant de l'état des lieux de la géopolitique contemporaine pour pouvoir faire les meilleures décisions dans son entreprise. Et donc c'est ce pourquoi je voulais partir effectivement en école de commerce et non pas en IEP en premier lieu. Justement, par rapport au cas de l'EM Lyon, est-ce que vous savez déjà s'il y a un double diplôme entre l'EM Lyon et un IEP? Oui, il y a un double diplôme entre l'EM Lyon et Sciences Po Lyon en particulier. Tu as un CV qui est très intéressant, tu parles, voilà, ton statut d'ambassadeur, consultant Yeli, c'est déjà, moi je trouve assez notable pour un étudiant de ton âge. Tu mentionnes dans tes qualités leadership. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé dans des milieux, on va dire, professionnels? Qu'est-ce que tu mets en avant dans ta personnalité? Est-ce que embarquer les gens avec toi dans ces différents projets, tu parlais aussi de ton association, ton projet humanitaire authentique. Qu'est-ce que tu mets en avant? Comment tu fédères autour de toi? Comment est-ce que je fédère autour de moi? Je fédère autour de moi simplement en organisant les rôles à travers donc soit mon association, l'association dans laquelle j'étais bénévole, mais aussi surtout au BDE où j'étais président. Et donc en fait, le leadership, je pense que ça se construit à travers le fait de l'organisation, la distribution des rôles et le fait de pouvoir avoir une organisation qui fonctionne très bien et de manière autonome, pas simplement en ayant un contrôle continu sur les autres personnes. Je pense absolument pas que ce soit nécessaire, c'est simplement une bonne organisation et une bonne répartition des rôles avec une très bonne organisation. Et donc cela, ça passe, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre finalement. Et donc c'est comme ça que je conçois le leadership et c'est comme ça que j'ai essayé tout du moins de l'exercer à travers le BDE ou à travers l'association. Dans quelques semaines maintenant, quelques mois peut-être, tu vas faire ta rentrée en école. Est-ce qu'il y a des associations qui t'intéresseraient? Oui, en particulier toutes les associations dans les écoles de commerce qui concernent notamment la géopolitique, où il y a, je sais, EDEC Nations Unies, des choses comme ça, qui en fait m'intéresseraient particulièrement pour pouvoir continuer à garder ce lien avec la géopolitique. J'ai pas envie d'arriver en école de commerce et complètement me perdre en relâchant de la prépa. Et donc j'aimerais bien arriver dans une association telle que celle-ci pour par exemple organiser des débats ou pour par exemple inviter des invités qui pourraient faire des conférences ou même nous faire des interventions, je sais pas, par exemple au lycée, des choses comme ça, ce serait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il y a souvent une dimension internationale dans Géopôle également, c'est un truc qui vous intéresse ou... Oui, absolument. Oui, j'aimerais beaucoup partir à l'international, c'est ce pourquoi aujourd'hui l'école de commerce en particulier permet l'international, parce qu'aujourd'hui toutes les écoles de commerce sont ouvertes sur l'international et en font la promotion. Donc oui, j'aimerais beaucoup partir à l'international, déjà pour pouvoir améliorer mon anglais, donc partir dans un pays anglophone, peut-être les États-Unis, et puis après, dans ma vie future, effectivement partir à l'international, peut-être dans la région Asie, à Singapour, à travers le conseil, pour pouvoir conseiller sur cette région qui aujourd'hui a un très grand développement, qui est la région asiatique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a quelque chose là, si on s'arrêtait maintenant, que vous auriez besoin de nous dire, si vous sortiez de la salle, vous diriez mince, j'ai oublié de dire ça. Écoutez, simplement peut-être sur la question du BDE, à travers laquelle j'ai fait face à de nouveaux objectifs, nouveaux pour moi, parce qu'effectivement, même si j'avais été dans l'associatif avant, le BDE, étant donné qu'on est élu, qu'on a des étudiants en face de nous, surtout en classe préparatoire, on ne sort pas beaucoup, donc les soirées, c'est vraiment l'événement du mois. Et donc là, c'était extrêmement intéressant parce que ça m'a mis aussi une certaine pression sur les épaules pour que les choses se passent bien, avec un certain stress qu'il a fallu gérer, notamment, je pense au week-end d'intégration, qui était pour nous le plus gros événement de l'année, qui était assez stressant et qui finalement s'est très très bien passé. Et qui m'a aujourd'hui beaucoup appris de manière rétrospectivement sur la manière dont on peut gérer son stress, dont les choses doivent être organisées, et aussi le rapport qu'on doit entretenir avec les étudiants, avec les gens qui attendent beaucoup de nous.
Merci. Ok. On fait sortir quelques instants, on vous rappelle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entretien, Noël? Bah écoutez, je pense que ça s'est bien passé ensemble. C'était assez intéressant. Bon, nous aussi, globalement, enfin pas globalement, sur la forme et sur le fond. Ouais. Sur la forme, peut-être juste faire un petit peu attention au débit, parce que le débit est très rapide, et conserver une posture qui est une posture d'entretien, c'est-à-dire à la fin c'est un peu relax. Mais c'est un détail. Hein. Sur le reste, qui est le plus important, alors toujours sur la forme, tu balayes bien tout le monde, enfin, quand bien même on te pose une question, si c'est Armel qui la pose, tu continues à balayer tout le monde, c'est important parce que du coup on ne se sent pas exclu et on s'intéresse à la conversation. Enfin, ce sont des détails mais c'est intéressant. On voit bien que tu es à l'aise, que ta pensée est structurée. Nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que d'abord tu as une expérience qui est au-delà de la moyenne à cet âge-là et dans ce type d'études où vous êtes normalement très pris par vos études. Et que ces expériences, d'une part, elles sont véritables, c'est-à-dire tu t'es vraiment impliqué dans les expériences, tu en retires une analyse. Il y avait une réflexion peut-être d'Armel. Ouais, je disais, parce que c'est beaucoup sur toi, etc. Peut-être mettre en avant ce que tu as pu retirer à chaque fois de ces différentes expériences et le tourner d'un point de vue peut-être aussi collectif. Tu vois, le travail d'équipe, voilà, ça peut... je pense que c'est important aussi, même au travers des différentes écoles auprès desquelles tu pourras postuler, bien le raccrocher à chaque fois. Ce que tu disais, c'est vrai, c'est très structuré, toutes tes expériences. Même à ton âge, je suis pas sûre que nous, si on faisait notre CV, ça soit si structuré que ça. Et ça, c'est une vraie force. Il faut bien que tu le mettes en avant. Tu as retiré des choses à chaque fois de ça. Et ça te permet aujourd'hui de te projeter sur la suite, d'un point de vue individuel et même collectif. Moi, je trouve aussi que un très bon entretien, un très bon profil. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était effectivement les expériences pro, parce qu'en fait, les écoles actuellement parlent de plus en plus de ce qu'on appelle le continuum. C'est-à-dire qu'elles veulent de moins en moins penser la prépa comme 2 années en vase clos et 3 années d'école. Maintenant, elles parlent d'un continuum en 5 ans. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as montré, d'ailleurs, tu pourrais même le dire de manière carrément explicite, que pour toi, en fait, le parcours prépa grande école, il est en 5 ans. Ouais. C'est pour ça que tu as commencé à bosser, en fait, même dès la prépa, que tu as commencé à te faire des expériences dès maintenant. Tu vois, tu peux noter le continuum en 5 ans. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, tu arrives avec déjà 2 ou 3 petites expériences professionnelles. Tu sens que c'est déjà des domaines qui pourraient t'intéresser de près ou de loin. Et quand on te demande aussi ce que tu veux faire, c'est vrai que c'était très pertinent, parce que tu as pu me citer effectivement conseil, en gros tu as dit à demi-mot, mais conseil en secteur public par exemple. Juste là, ce que je reprochais un tout petit peu, c'était de ne pas citer un peu plus de cabinets différents, parce que conseiller en stratégie par exemple, en fait c'est une branche très précise. Et par exemple, pour le coup de Deloitte, ils font peu de conseillers en stratégie. Ils ont une branche qui s'appelle Monitor. En fait, c'est Monitor Deloitte qui fait du conseil en stratégie, mais Deloitte de base c'est vraiment un cabinet plutôt d'audit et de conseil, mais qui font aussi maintenant de la strat. Et par exemple, tu peux citer, est-ce que tu as d'autres cabinets en tête que tu connais, que tu pourrais citer tout de suite? Il y a Ernst & Young, KPMG et Ernst & Young, KPMG et Price, qui est PwC. Ouais. Donc ça, c'est le Big Four. De base, c'était des cabinets d'audit en fait, qui maintenant font aussi du conseil. Par exemple, un cabinet de conseil en strat, tu iras rechercher. Il y a par exemple. Kearney. Voilà, par exemple, Kearney, tout à fait. Kearney, il y a McKinsey, très connu, BCG, Boston Consulting Group. Il y a Bain, BAIN, qui recrute beaucoup aussi de M par exemple. En plus, tu citais de ça tout à l'heure. LEK, il y en a plein. Mais ouais, si tu peux citer, parce qu'il suffit dans le jury, tu es un ancien de conseil en strat qui l'entend de Deloitte, tu vois, ça va peut-être le faire tiquer. Et voilà, et moi aussi, j'ai bien mis ta réponse au niveau des assos, c'était clair, et surtout du lien. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans mon profil, c'est que tu dis, ok, j'aime la géopo, je veux continuer à l'étudier dans un IEP parce que ça m'intéresse, mais aussi il y a un lien avec mon domaine professionnel. Et en fait, tu as su coupler un intérêt qui était purement d'ordre académique peut-être, à pourquoi pas un vrai engagement professionnel par la suite. Ça, c'est super intéressant. Le fait qu'aussi tu aies su nous citer un double diplôme en lien avec ce que tu disais, je trouvais ça crédibilisait, parce que là, il avait suffi que moi je te dise, ok, bah, tu as un double diplôme précis à me citer. Bah, si tu m'avais dit non, le gars il me dit il veut faire de la géopo,
il me dit qu'il veut faire un IEP, mais c'est même pas dans l'école qu'il veut viser s'il y a le diplôme. Ça, c'est hyper intéressant et important, et tu vas monter un peu en gamme là-dessus encore. Mais non, c'est très bien. C'est très bien. Grosso modo, moi, je prends le candidat. Ouais, c'est très riche. Enfin, c'est bien. Hein. Ouais. C'est très bien. Très intéressant. Alors, juste sur la forme aussi, moi souvent on m'a expliqué qu'il fallait mieux que vous s'installer et ancrer tes pieds au sol. Tu vois, ça trahit peut-être un peu moins de choses si à un moment, voilà, ton pied il balaye, etc. Alors est-ce que ça traduit t'es à l'aise ou la question te gêne, etc. Comme ça au moins ça évite de se poser la question et de se dire tiens, il y a quelque chose, faut creuser. Voilà. Juste ça. Ouais, c'est très bien. Ouais. L'anglais, c'est. Moi, je sais pas, B2, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas très bien, mais c'est le niveau avec lequel on doit sortir lorsqu'on est au lycée. Et donc c'est pour ça que je l'ai validé lorsque j'étais en section euro-anglais au lycée. Alors d'habitude, moi, je pose une question en anglais. Là, je l'ai pas fait parce que je savais pas, puis je voulais poser la question, mais je voulais pas t'interrompre. Donc, il faut être capable de switcher au moins sur une question. Surtout, une fois de plus, je trouve, quand on a une dimension internationale dans l'intérêt, il est évident que, compte tenu de ce que tu envisages de faire, il va falloir que ce soit ta deuxième langue, quoi. Oui. Parce que les subtilités de langage, il va falloir les maîtriser, je pense. Mais c'est bien, bravo, c'est très bien. Ouais, très bien. Merci. Ouais. Merci. Écoute, plein de bonnes Enfin, choses à toi pour c'est la bon pour suite. toi, Ouais.